Les invisibles. Juin 2020. Ma vie bascule du jour au lendemain dans une maladie neurologique, rare, qui n'a de poétique que le nom. Le syndrome du mal de débarquement. Les symptômes qu'elle m'amène vivent en colocation avec moi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ne prennent jamais leur week-end. Je n'ai donc pas la place pour un autre combat. Du moins, c'est ce que je crois. Puis vient ce jour où je témoigne dans une émission télé, dans l'espoir de rendre visible l'invisibilité du syndrome dont je suis atteinte. À peine sortie du plateau, forte de cette expérience, et encore dans mes talons rouges, une évidence s'installe. Je n'en resterai pas là. Dans le train du retour, je rejoins à la fois ma maison et mon nouveau combat. Donner un espace de parole au travers d'un podcast aux personnes qui luttent, bien souvent en silence, contre des maladies invisibles. Et contre les regards de société qui ne croient que ce qu'elles voient. Deux combats, plus souvent subis que choisis. Et si, comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute! Jenna est avocate, un métier où performance et efficience sont de rigueur. Son métier et les phrases entendues depuis petite, comme « tu es trop douillette », ont pendant des années empêché Jenna d'écouter les signaux de son corps. Jusqu'au jour où elle s'écroule, littéralement, à son travail, paralysée. À la suite de cet événement, Jenna se voit poser le diagnostic de migraine permanente avec aura et de syndrome d'Ehlers dans l'os. Elle doit alors accepter son arrêt de travail et reconnecter avec son corps dont elle était dissociée. Jenna répond à cette interview en tant que malade et en tant qu'avocate. Elle offre ainsi un double et riche regard sur les procédures administratives et juridiques dans lesquelles les personnes malades sont fréquemment embarquées. Elle encourage vivement pour se protéger d'être accompagnée par un ou une avocate ou une protection juridique. Car n'oublions pas, les décisions à notre encontre, même posées par des figures d'autorité, peuvent être contestées. Jenna nous délivre au long de cet épisode d'autres conseils pour aider les personnes malades à traverser les procédures juridiques face auxquelles elles se retrouvent souvent seules et apporter du poids à leur dossier. Avec son compagnon, fondateur d'une société de soutien administratif, ils ont créé la page Instagram T'as pas un conseil, ainsi qu'un podcast où ils partagent des informations juridiques et administratives. L'idée étant de déblayer les vraies des fausses informations, car les « on m'a dit que » font beaucoup de dégâts, autant sur la santé mentale des gens que sur les répercussions administratives. J'ai hâte que ces conseils viennent à vous et qu'ils vous permettent d'avoir un impact direct sur vos procédures et processus dans la maladie. Hello Jenna, comment tu vas aujourd'hui ? Salut Tamara. Alors aujourd'hui c'est un jour moyen, j'ai des douleurs, notamment des névralgies au niveau du visage, mais voilà, on va faire avec et puis on va en tirer le mieux possible. Et toi, comment tu vas ? Moi, c'est moyen aussi. Voilà, donc on va avancer les deux dans ce podcast comme on peut aujourd'hui. En tout cas, ça me fait super plaisir de pouvoir t'enregistrer. Toi, du coup, tu vis avec plusieurs maladies, si je me souviens bien. Est-ce que tu pourrais nous en parler, les nommer, nous en parler un petit peu ? Oui, alors moi j'ai 2 maladies principales. La première, c'est les migraines avec aura permanente. Du coup, c'est le trouble neurologique migraineux. Avec aura, c'est simplement l'accompagnement de troubles neurologiques. Donc, je peux voir des flashs de lumière quand j'ai une migraine ou avoir des fourmillements, même ça peut arriver jusqu'à des paralysies de certains membres. Mais ce qui reviennent à la normale une fois que la crise est passée. Et puis permanente, c'est parce que sans traitement, j'étais à peu près 29-30 crises par mois. Donc, ça veut dire en permanence, en fait, cette crise migraineuse. La deuxième maladie que j'ai, qui a été diagnostiquée très récemment, il y a 1 an, c'est le syndrome d'Ehlers dans l'os. Et celle-là s'accompagne en fait de plein d'autres maladies qui sont un peu liées, mais des névralgies d'Arnold, des trijumeaux, des instabilités au niveau des cervicales, etc. Et du coup, ça me fait plein d'autres petits problèmes, mais qui sont en fait des symptômes
du syndrome d'Ehlers-Danlos. Mmh. Et du coup, pour toi, il y a une de ces 2 maladies qui est plus invalidante que l'autre ou pas forcément? Alors, ce qui m'a vraiment le plus invalidée au départ, c'était les migraines. Heu, Par contre, les migraines, bah, maintenant, avec l'avancée de la médecine, j'ai pu avoir un nouveau traitement, donc du coup, ça diminue et le syndrome d'Ehlers-Danlos a été diagnostiqué une fois que je commençais à avoir moins de migraines parce que justement tout ce que je pensais qui était accompagnement de la migraine était en fait, ben, des syndromes, du on va l'appeler SED, hein, le syndrome d'Ehlers-Danlos et puis ça, c'est pas curable en fait, le syndrome d'Ehlers-Danlos. C'est une maladie avec laquelle je vais vivre toute ma vie parce qu'il y a pas de traitement pour l'instant. Donc c'est un peu le mélange des 2 qui est explosif, mais en soi, les migraines sont plus compliquées. OK, mais tu as trouvé à l'heure actuelle un traitement? Oui, c'est un peu particulier. C'est un traitement qui est tout nouveau, qui est depuis, 2019 sur le marché. Il est autorisé uniquement en Suisse, je crois peut-être en Belgique, mais en tout cas pas en France. C'est, des anti-CGRP, c'est des injections que je dois faire, dans la cuisse ou dans le ventre une fois par mois. Et ça fait descendre gentiment, en fait, les migraines. C'est pour les gens qui sont résistants à toutes les autres formes de traitement, que ce soit triptan, traitement de fond, bêta-bloquants, antidépresseurs et cetera, qui sont utilisés pour traiter, en fait, les migraines chroniques normalement. Quand ça ne marche pas chez nous, il y a ce nouveau médicament, qui fait donc une injection par mois pendant 12 mois. Donc c'est très doucement, en fait, chez moi que ça a descendu le nombre de migraines. Le seul problème, c'est qu'à la fin des 12 mois, je devais faire 3 mois d'arrêt, donc c'est remonté hyper vite. Donc je suis passée de 29 migraines à la fin des 12 mois, j'étais à 3 migraines par mois, ce qui est beaucoup plus gérable. Mais au bout de 3 mois d'arrêt, j'étais déjà à 19 migraines par mois. Et du coup, j'ai refait un traitement de 12 mois, donc je suis de nouveau en cours, en train de descendre, de nouveau à peu près à 3 migraines par mois maintenant. Mais je ne sais pas si à la fin des 12 mois, je devrais refaire 3 mois de pause, puis du coup remonter ou est-ce que je pourrais enfin continuer ce traitement en continu? Et du coup, c'est quoi qui justifie ces 3 mois de pause? Alors, honnêtement, j'ai pas bien compris parce que c'est un peu des c'est un médicament qui est super cher. Donc, au niveau des assurances, ils demandent de faire, 3 mois de pause pour voir si on peut s'en passer. Parce que l'injection, au début que j'ai pris, elle était à 700 francs par mois. Maintenant, elle est à peu près 500 francs par mois, l'injection. Donc, je pense que c'est déjà une question juste de coût. C'est aussi un médicament qui est récent, donc du coup, je pense qu'ils savent pas les effets sur le long terme, sur la santé. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils veulent faire, une pause au bout de 3 mois. Là, je sais pas, il y a des médecins qui me disent que ça va sûrement changer, qu'ils vont pas faire 3 mois de pause, pour la deuxième année, que ça sera peut-être moins. Mais voilà, c'est tout des décisions, au niveau de Swissmedic, donc enfin des groupes pharmaceutiques, des assurances, donc voilà. La raison exacte, je sais pas. OK, mais toi, du coup, c'est un moment que j'imagine forcément tu redoutes? Ah complètement, franchement, c'est ça, c'est l'angoisse parce que j'ai un peu l'impression que j'ai quelque chose qui m'aide vraiment à aller mieux et j'ai aussi vu que la diminution des migraines, fait que j'ai une amélioration sur tous mes symptômes, même ceux de l'air dans l'os parce que le corps, il est moins fatigué, donc je commence à récupérer. Puis au moment où c'est que j'ai récupéré, ben, j'ai le corps qui repart en crise totale et puis, clairement avec 18 crises par mois, tu peux rien faire. Ouais. Et maintenant, c'est ça que j'ai peur, c'est que de pas pouvoir me projeter parce que j'ai peut-être cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui va me refaire repartir dans cet état, de crise intense et qui m'est très, très long à descendre au final. Ouais. Et je me posais la question, ce traitement pour toi, tu as pu observer des effets secondaires qui sont du coup pas positifs? Non, alors, honnêtement aucun. Alors, légèrement, des peut-être des problèmes, de digestion un peu plus lente pendant 1 ou 2 jours après, le l'injection, mais même ça, vraiment très limité. Aucun effet secondaire, en tout cas, à court terme. Mmh. Mais alors du coup, c'est quand même une bonne nouvelle quelque part, parce que tu dis qu'au final, il y a aucun autre traitement qui te convenait. Celui-là, il semble bien. Faudrait trouver une solution pour que cette pause de 3 mois, enfin, ils se rendent pas forcément compte que ça a un impact sur la vie directe de la personne.
Mais c'est une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que tu pourrais peut-être nous nommer ce que c'est comme traitement? Oui, alors le traitement, c'est Aimovig, c'est un anti-CGRP. La substance, c'est Erenumab. Après, il y a plusieurs autres marques qui le font. Oui, vraiment, pour moi, c'est un traitement, c'est miraculeux parce que pour avoir eu droit à ce traitement, en fait, j'ai dû passer par tous les autres traitements classiques de fond, on va dire. Et là, moi, ça m'a juste empiré mon état parce que c'est des traitements qui ne sont pas faits pour la migraine. En fait, c'est juste que ces autres traitements de fond marchent sur certains migraineux. On ne sait pas exactement comment. Et du coup, voilà, c'est ce qu'ils prescrivent en espérant que ça puisse aider. Mais là, c'est vraiment le premier médicament qui est vraiment développé spécialement pour les personnes qui ont des migraines chroniques. Mmh. Et pour le CED, tu disais, là par contre, il y a pas de traitement, hein? Non, il y a pas de traitement parce que c'est pas vraiment une maladie, mais un groupement de plusieurs maladies qui sont caractérisées par un trouble du tissu conjonctif, donc des tissus mous du corps, donc 80% du corps. Et puis au final, la palette de symptômes, elle est hyper large. Et il n'y a pas un patient du CED qui a exactement les mêmes symptômes qu'un autre. Donc au final, on va à chaque fois traiter les symptômes qui vont apparaître. Donc chez moi, par exemple, j'ai beaucoup de problèmes au niveau cervical, aussi des épaules, luxation, subluxation, problèmes intestinaux, etc. Mais en fait, chaque problème que j'ai, je vais avoir un traitement, que ce soit de la physiothérapie, des vêtements compressifs, des attelles, des choses comme ça pour en fait, traiter enfin, le symptôme, mais pas en fait la maladie Mmh. en fond, quoi. Mmh. Et comment tu as eu ce diagnostic? Parce que si mon souvenir est bon, le CED est une maladie rare, non? Oui, c'est une maladie rare. Et Après, il y a des génétique? médecins et génétique. Après, même ça, c'est un peu controversé. Je sais qu'il y a des médecins qui disent que c'est pas si rare que ça, c'est juste sous-diagnostiqué. C'est difficile à diagnostiquer parce que dans mon cas, j'ai pas eu de test génétique, c'est un diagnostic clinique, donc à partir de symptômes que tu as. Heu et ça a été diagnostiqué, c'est assez drôle, mais via un expert, enfin un médecin, expert conseil pour une assurance. Donc les personnes qui sont censées voir si tu triches ou pas, si tu es réellement malade ou pas. Au bout Mmh. d'un moment, quand j'expliquais ce que j'avais, ça a fait tilt chez lui. Il m'a dit: «Mais en fait, vous rentreriez dans cette catégorie-là». Mais il avait pas le temps de me faire tous les tests et puis de remplir parce que lui, il devait regarder vraiment juste au niveau rhumatologique, en fait, pourquoi j'avais des douleurs, au niveau des cervicales et puis que j'avais beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Mais il a vu que j'avais des problèmes sur toute la colonne vertébrale, que j'étais beaucoup trop souple, que j'avais la peau qui était très tirable, que je faisais beaucoup de bleus, des choses comme ça. Il m'a demandé de regarder avec mon médecin traitant qui connaissait aussi, il avait déjà entendu par d'anciens patients et après j'ai été transmis vers un spécialiste, puis c'est là que ça a été, diagnostiqué. Mmh. C'est vrai que la notion de maladie rare, je trouve qu'elle est de plus en plus à questionner en réalité. Ouais, quelque part, est-ce qu'il y a souvent aussi des faux diagnostics ou les patients qui sont pas réellement entendus dans ce qu'ils ont, leurs symptômes, ou comme on en parlait déjà dans d'autres épisodes, mais où voilà, on va peut-être dire que c'est des troubles psy parce que c'est des symptômes qu'on n'arrive pas à mettre dans une case comme ça, et du coup, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui souffrent de différents symptômes et qui sont en errance médicale, et peut-être qu'en fait, c'est pas des maladies si rares. Voilà, c'est juste une question Exactement, ouverte. Mmh. c'est ça. Enfin, moi, c'est ce qui me semble aussi, c'est qu'il y a un problème dans notre société comme occidentale, comme on consomme la médecine, c'est que, j'ai vu des médecins, hein, avant d'être diagnostiquée, j'en ai vu plusieurs fois, c'est que j'avais des douleurs, disons, à l'épaule. J'allais voir un spécialiste de l'épaule et du coup, le fait que j'ai des problèmes de cheville, j'allais voir un spécialiste de la cheville et finalement, il y avait jamais, un rapport du corps dans son ensemble. Même quand je parlais de migraine, c'était un neurologue ou un rhumatologue et puis chacun tirait, en fait, dans son domaine de spécialité et c'est pour ça que des fois, quand il y a des maladies, comme le syndrome de l'air dans l'os, mais je pense peut-être la fibromyalgie ou d'autres maladies comme ça qui ont un panel de symptômes qui est assez large.
c'est des fois difficile d'avoir un diagnostic parce qu'on va chaque fois vers un spécialiste qui, lui, va s'attarder uniquement sur son point de compétence. Mmh. Ouais, la spécialisation, elle est intéressante pour des situations très très précises, mais c'est vrai que peut-être que pour des maladies comme les nôtres, de voir aussi le patient en fait et la patiente de manière holistique dans tout ce qu'elle englobe comme symptômes, pardon, eh ben c'est peut-être plus intéressant parfois. Ouais, je pense effectivement. Enfin, juste une anecdote, moi, quand j'ai eu mon arrêt maladie, en fait, j'ai fait une paralysie qui, je pense, était, carrément une migraine avec aura. Simplement, ça m'a fait la paralysie des jambes parce que j'étais allée trop loin à ce niveau-là. Mais vu qu'ils savaient pas ce que j'avais, que la paralysie elle est tout de suite revenue en arrière, on a pensé que je faisais un burn-out, donc on m'a envoyée chez un psychologue. Mais vu qu'on n'était pas tout à fait sûr, on m'a envoyée chez un rhumatologue pour voir les problèmes de cervicales parce que je me plaignais de douleurs, au niveau du nerf d'Arnold et puis quand même chez un neurologue. Et en fait, pendant à peu près 6, 7 mois, chacun disait que mon problème, il relevait que de sa spécialité à lui. Hmm. Ouais, c'est un peu le cas quand, typiquement aussi, je trouve, quand on est en errance médicale, dès qu'on va voir une personne, que ce soit de la médecine classique ou alternative, à chaque fois, on se retrouve très fréquemment avec des personnes qui sont là, non, non, mais c'est ça, et l'autre personne qui contredit, mais c'est pas du tout ça, c'est ça. Chacun va tirer un peu la couverture de son côté. Et nous, on est complètement démunis en réalité à ce moment-là, parce qu'on a envie de croire en chacun, parce que ça permet aussi peut-être d'avancer, de trouver des traitements, et en même temps, ça devient complexe quand on n'arrive pas à débroussailler ce qu'on a réellement. Hmm. Et du coup, alors, tu parlais de... Moi, ce qui m'étonne, donc tu as eu à un moment donné une paralysie et on a fait un lien avec un burn-out à ce moment-là. C'est quand même un Oui, peu tiré par les effectivement. cheveux. Enfin, on en rigole, mais c'est pas forcément toujours très drôle. Mais c'est vrai que du coup, pour revenir un peu, toi, tu as une profession qui est aussi intéressante dans le cadre de ce podcast et dans ton témoignage. Est-ce que tu serais d'accord de nous la nommer et puis qu'on en discute un peu, voilà, qu'on questionne tout ça ensemble? Oui, alors, je suis avocate et je pensais aussi pour ça qu'ils sont partis sur le burn-out, au début de mon arrêt parce que, c'est une profession qui engendre beaucoup de stress, c'est connu, souvent des surcharges de travail. Je pense dans mon cas, c'était pas ça en fait qui a déclenché. Alors effectivement, j'avais une surcharge de travail qui, je pense, a aggravé mes symptômes et a aussi fait, que je voulais pas aller consulter un médecin tout de suite et puis que j'écoutais pas mon corps parce que je voulais rester, efficiente, performante, puis que je me disais: «C'est pas grand chose, tu es plus forte que ça» et cetera. Mais c'est pas la charge de travail du fait d'être avocate qui m'a déclenché cette paralysie. C'est vraiment le fait d'avoir ignoré mes symptômes parce que je voulais rester dans l'efficience de ma profession, enfin, ce que je pensais qu'on attendait de moi à cette époque-là. Parce que toi, tu travaillais dans un cadre vraiment très, très stressant, non? Tu m'avais raconté. Alors, j'étais en protection juridique. Après avoir fait mon brevet d'avocat, en fait, j'ai travaillé dans une assurance, de protection juridique. C'était assez stressant parce qu'on était tout le temps en surcharge de travail. Quand tu es un groupe, tu sais que si toi, tu vas voir un médecin puis que tu pars en arrêt, ça sera tes collègues qui vont ramasser. Donc du coup, j'essayais de prendre sur moi le plus possible et puis, jusqu'à ce que ça soit plus possible, en fait. Ouais, il y a cette culpabilité en fait, où vraiment c'est ce qui est terrible, hein, des fois aussi dans le monde de l'entreprise, hein, où tu as l'impression que si toi tu pars et c'est une réalité des fois, hein, en fait c'est tous tes collègues qui vont trinquer et ouais, c'est pas confortable. Mmh. Et donc Exactement. il t'est arrivé cette paralysie dont tu parlais, elle est arrivée sur ton domaine, professionnel? Ouais, c'était un soir, je faisais des heures sup, j'étais toute seule au travail et j'ai les jambes qui ont lâché et vraiment complètement impossible de bouger mes jambes pendant une trentaine de minutes. Donc du coup, panique totale, je rampe pour essayer de prendre mon téléphone, j'arrive à appeler mon copain, mais du coup, j'étais enfermée dans les bureaux parce qu'il fallait une clé pour y entrer. Enfin, c'était un peu la panique. Heureusement, c'est revenu rapidement et à ce moment-là, ça faisait un moment que mon copain me disait: «Ouais, ça va pas, va chez le médecin, il faut faire quelque chose» et c'est à ce moment-là, je me suis dit: «Bon, là, symptômes de trop, je peux plus nier le fait qu'il y a un souci et puis, on va voir le médecin puis voir qu'est-ce qui se passe». Et tu dis symptômes de trop parce qu'il se présentait quoi déjà à cette époque-là? Je sais pas quelle année c'était, si tu peux me rappeler? C'était fin 2018.
Alors, puis ça faisait à peu près une année que j'avais souvent mal à la tête, mais je ne savais pas que c'était des migraines à l'époque. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent tout le temps « Ah, j'ai mal à la tête ». Et on n'arrive pas à quantifier en fait la douleur que ressent l'autre. Donc du coup, je pensais que c'était la même chose que ce que disait mon collègue, etc. Je commençais aussi à avoir beaucoup de chutes de pression, d'étourdissements. Mais là aussi, je me disais, j'ai peut-être une chute d'hypoglycémie ou quelque chose comme ça. Donc, j'enchaînais sucre de raisin et puis Fortil pour essayer de garder la forme au travail et puis de pas trop m'évanouir. Mais ça m'arrivait plein de fois. Il y avait plein de vomissements, de fourmillements dans les membres, les choses comme ça. Enfin, plein de petits symptômes qui sont quand même suffisamment graves normalement, mais je pense que j'étais arrivée à une phase de déni où c'est que du coup, j'oubliais soit que j'avais eu le symptôme, soit je me disais, c'est pas si grave, tout le monde fait des fois des petites chutes de pression, mais 3-4 fois par semaine, non, c'est pas normal. Ouais, c'est mon avis, hein, mais je pense qu'on nous apprend vraiment pas à être observateur de notre corps et de ce qui s'y passe. Et puis, si on l'est, on nous apprend surtout à taire, en réalité. Exactement, c'est ce qui m'est arrivé en fait depuis l'enfance, parce que le syndrome de l'air dans l'eau, c'est quelque chose avec lequel tu nais, donc tous ces problèmes. Chez moi, ça avait beaucoup de subluxation au niveau des membres, des jambes, des chevilles, etc. Je les ai depuis toute petite et donc beaucoup de douleurs. Et ce qu'on m'avait appris, mes parents me disaient que je m'écoutais trop et que je devais prendre plus sur moi. Et quand ça vient de tes parents, c'est quelque chose que tu intègres très rapidement. Et à chaque fois que je me plaignais, on me disait « mais t'es douillette, tu t'écoutes trop, arrête ». Et on m'a même dit une phrase qui est assez violente, mais c'est si t'as pas mal un jour, c'est que t'es morte. Tout le monde a mal un jour quelque part à un endroit. Et ça, je l'ai complètement intégré. Je suis désolée, je ris. Ça me fait penser à cette phrase terrible de on dormira quand on sera mort. Exactement. Alors en fait, montrez-moi juste une personne qui fonctionne sans jamais dormir, parce que non, mais c'est des phrases qui sont d'une violence et pourtant elles sont acquises. Hein. C'est dans le monde normal, on les entend tout le temps. C'est ça. Et puis en fait, quand t'es petit, en fait, tu les prends au premier degré et tu les intègres hyper vite. Et c'est ce qui s'est passé pour moi en fait, c'est que j'ai complètement intégré ça. Après, j'ai eu plein de problèmes. Hein. J'ai passé mon adolescence en béquille. Mais il fallait pas que je me plaigne parce que sinon, ça montrait que j'étais douillette et puis que je m'écoutais trop. Et ce que pensent les médecins, c'est que j'ai fait une dissociation. Au bout d'un moment, en fait, quand tu vis un événement traumatique ou bien que tu vis dans des douleurs ou des souffrances répétées, tu peux, au niveau de ton cerveau, faire comme un état d'hypnose où c'est que tu ne sens plus ces douleurs, ces choses-là, et que tu te mets en fait dans un déni et c'est comme si ça n'existait plus. Et je pense que j'ai fonctionné comme ça pendant mon adolescence, pendant mes études, pendant mon brevet d'avocat, jusqu'à octobre 2018, où c'est que j'ai eu cette paralysie qui m'a en fait comme cassé cet état de dissociation. Et là, je me suis rendu compte en fait que ça faisait des mois, que ça faisait peut-être même des années qu'il y a des choses qui n'allaient pas, et que j'avais mis en place plein de mécanismes pour masquer en fait ces symptômes. Donc malheureusement, il a fallu un événement hyper violent en fait pour sortir de cet état dissociatif. Oui, mais je pense que le corps, il est bien fait. Hein. Il a envoyé plein de signes avant-coureurs. Hein. Mais je veux dire, quand tu tombes dans les pommes plusieurs fois par semaine, puis que ton réflexe c'est d'enchaîner Red Bull, sucre de raisin, c'est que là, tu as déjà un problème à la base. Ouais, on en parlait la dernière fois parce que justement, on a un peu des anecdotes en commun comme ça de quand on n'écoute pas le corps. Moi, je me souviens, j'ai toujours eu beaucoup différents trucs, de problèmes de santé où je me posais pas trop de questions. Notamment, j'avais toujours des énormes brûlures à l'estomac et surtout quand j'étais ado et jeune adulte et je devais me coucher dans ces moments-là et je me retrouvais en pleine ville de Genève, à côté des trams, à être couchée sur les bancs comme ça et je me posais pas de questions. À aucun moment, je me suis dit, faudrait peut-être que j'en parle à quelqu'un et que j'aille voir un médecin. Je me disais juste, ah non, quand ça arrive, faut que je me couche. Mais du coup, je me retrouvais couchée à des endroits complètement incongrus où c'est pas forcément socialement accepté, mais parce que on se dit, c'est comme ça. Moi, ça me fait ça de temps en temps et puis je me mets couchée, puis voilà. Et en fait, c'est fou parce que
Moi, vraiment, j'ai cette sensation de plus en plus qu'on est dans un système qui dit, mais en fait, tu es censé continuer à avancer et fonctionner, même si tu as ces milliers de symptômes. Et du coup, on continue comme ça, alors qu'il y a bien le corps qui est en train de dire coucou, il y a des choses qui fonctionnent pas normalement. En fait, il n'y a pas tout le monde qui se couche en pleine rue parce qu'ils ont des brûlures d'estomac. Et ouais. C'est le problème avec la douleur, c'est qu'en fait, on ne la voit pas, c'est invisible. Et quand tu as des gens qui disent ah, mais moi aussi j'ai des douleurs d'estomac, moi aussi j'ai déjà mal à la tête. Du coup, tu dis ah, ben en fait, c'est normal, tout le monde vit ça. Et puis d'arriver jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'en fait, non, c'est pas normal. Et puis, on valorise aussi beaucoup les gens qui prennent sur eux. Ouais. Je sais pas le nombre de fois qu'on m'a dit mais qu'est-ce que tu as été courageuse, tu vois, tu as pu faire tes études, tu as pu être avocate. Ben ouais, bah, c'était peut-être du courage, mais je pense surtout que c'était de la bêtise parce que je me serais pas retrouvée dans cet état-là. Et mes études, j'aurais pu les faire. Peut-être que je n'aurais pas été aussi précoce dans la réalisation de ce que je les ai fait, mais je les aurais fait quand même. Et je me serais pas retrouvée en fait dans cette situation où c'est que maintenant mon corps, je l'ai amené à son point de rupture. Donc à ce moment-là, il y a vraiment eu un basculement pour toi dans ta vie? Ouais, complètement. Je pense que là, c'était le point de rupture de mon corps. C'était le moment où c'est que j'étais obligée de l'écouter. J'ai été dans le déni pendant longtemps. Donc, quand je suis arrivée chez le médecin pour expliquer ce qui s'était passé, je le suppliais de ne pas me mettre en arrêt de travail. Du coup, il a réussi à négocier 1 semaine d'arrêt de travail. J'ai voulu absolument retourner. Je suis tombée dans les pommes tout de suite. Et puis, j'ai fait plusieurs tentatives de reprise parce que je ne voulais pas être sans activité. Je ne voulais pas rien faire. Et puis, c'était pire en pire. C'était comme si le corps, à ce moment-là, il avait repris le contrôle, en fait, que j'y avais pas laissé. Et qu'à chaque fois que j'arrivais là, il disait non, shut down. Mmh. On ferme, on ferme boutique. Et puis, en fait, je tombais dans les pommes à chaque fois que j'arrivais sur mon lieu de travail. Ouais, quelque part, sans ces signaux-là, tu t'aurais continué. Et enfin, c'est ce qui se passe très fréquemment, en fait. C'est ce qui, je trouve des fois malheureusement un peu triste, c'est qu'on en arrive à un stade où en fait, c'est plus nous qui décidons. Il y a plus du tout le contrôle, en fait. Le mental, il arrive plus à rien faire. C'est le corps qui a vraiment pris enfin ouais, qui a les manettes, quoi. C'est ça. Je pense que je l'avais tellement maltraité, enfin, en tout cas, pas écouté pendant des années qu'il s'est dit non, je n'écoute plus son mental, on la laisse plus prendre dessus sur elle, et puis elle va nous écouter maintenant. Et ben, j'ai dû me réconcilier en fait avec le corps. Puis c'est pour ça qu'une approche holistique, ben, c'est assez bien parce que tu te recentres, tu écoutes tes symptômes quand tu en as, tu fais pas des dissociations où tu n'essayes pas de chercher des choses pour te distraire de la douleur, mais tu dis la douleur, elle est là, c'est un message de mon corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai trop fait? Est-ce que je vais déclencher une crise? Est-ce que j'ai besoin de repos? Mais ça, du coup, je sens que heureusement que j'ai eu cet arrêt, cette crise, parce que je partais dans un mur. Et puis maintenant, j'ai cette chance. Puis j'ai encore un long moment devant moi où c'est que je vais pouvoir euh, reprendre soin de moi, réécouter mon corps et puis revivre avec des nouvelles bases beaucoup plus saines. Et du coup, t'as arrêté d'exercer à ce moment-là? Oui, alors je suis restée employée en fait de cette société jusqu'à à la fin de mon arrêt maladie. Qui dure Enfin, combien de temps? pas de l'arrêt maladie, en fait, plutôt du temps où c'est que j'étais assurée par l'assurance perte de gain. C'était 24 mois, plus ou moins, chez moi. Enfin, c'est 720 jours. Donc là, on précise que c'est Et en Suisse, hein. oui, c'est en Suisse. Donc là, j'ai quand même eu de la chance, c'est que j'ai eu un employeur qui m'a soutenue, en fait, dans les démarches et qui était aussi prêt à me réemployer si mon état de santé le permettait. Malheureusement, je suis arrivée au bout de ces 2 ans sans amélioration suffisante pour reprendre le travail. Là, maintenant, j'ai une petite capacité résiduelle, mais je suis pas assez pour retrouver un emploi dans ma profession, en fait. Donc là, je suis en attente pour avoir une rente, éventuellement de l'assurance invalidité en Suisse.
et voir aussi si mon état continue à s'améliorer avec le traitement que je prends actuellement, ça pourrait me permettre d'augmenter petit à petit mon taux de travail. Mais vu qu'il y a cette question de savoir si je dois faire chaque année 3 mois d'arrêt, voilà, pour l'instant, on est un peu en stand-by. Mmh. Et comment tu vis du coup, cet arrêt, de longue durée et sans savoir si un jour ce sera possible pour toi de réexercer, ni ton métier ni un autre? Alors, au départ, c'était très dur parce que je pense que dans cette société, on se construit aussi beaucoup par rapport à l'image et je m'étais construite par rapport à l'image de mon métier. Donc, quand je perdais mon métier, j'étais plus avocate et j'ai eu un petit moment de pas savoir qu'est-ce que j'étais réellement, en fait. Je m'étais un peu définie par ça et je sentais que c'était très difficile. Maintenant, je me rends compte que c'est plutôt une chance que j'ai eue et puis que je peux vraiment, ne plus avoir besoin d'étiquette et puis, ma foi, si je peux pas travailler par la suite, heu, ou pas autant que j'aimerais, c'est pas grave. En fait, j'essaie de faire ce que je peux et puis on verra avec le futur comment ça se passe. Mmh. Ça me fait vachement écho ce que tu dis parce que, je trouve qu'il y a des professions qui sont très valorisées dans notre société, typiquement comme le fait d'être avocate ou moi d'être travailleuse sociale. C'est quand même c'est des professions qui sont valorisées et on a tendance du coup à se définir énormément au travers d'elles. Quand on nous demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, on va en général parler de ces professions-là. En plus de ça, les gens vont bien nous le rendre parce qu'ils vont nous dire mais c'est super, mais quel courage. Moi aussi j'aurais voulu faire ça, mais je n'ai jamais osé ou j'avais pas les compétences. Enfin, il y a tout un discours social qui se crée là autour. Et je trouve que tout d'un coup, quand on malheureusement tombe malade et on perd ses travaux, ses travails, eh ben, tout d'un coup, il y a la question de qui suis-je? Si je ne suis pas, celle qui travaille, à 100 ou à 80 en tant qu'avocate ou travailleuse sociale et je trouve chouette que tu aies trouvé à un moment donné la possibilité de voir ça comme une chance, en fait. Ce qui n'est pas toujours évident. On peut rester croché par ce vieux souvenir de soi aussi et ce fantasme. Ouais, c'est vrai que ça reste un petit peu. Alors moi, j'ai mis un peu un truc entre 2 parce que j'utilise quand même mes connaissances. J'ai fait une page Instagram où c'est que je donne des informations, juridiques. Puis j'ai fait un podcast aussi avec, mon compagnon qui lui est fiduciaire, où c'est que, j'utilise mes compétences, juridiques et puis, d'avocate en fait, je donne des informations donc j'ai pas complètement mis de côté, mais c'est vrai que là, j'exerce plus du tout, au niveau, barreau ou bien professionnel. C'est vraiment juste mettre, en pratique ces connaissances et puis pas les laisser, partir dans l'oubli. Et du coup, ces connaissances, tu dis, tu les partages sur un compte Instagram, il s'appelle comment? Alors c'est, «Tu pas un conseil», OK. donc avec un chiffre, chiffre romain, enfin chiffre arabe et c'est un compte qui va parler, de l'administratif en Suisse. Donc c'est vraiment que des informations sur, au niveau suisse vu que je suis avocate en Suisse, donc je peux pas donner des choses au niveau, francophonie, sans faire de faute et puis on essaye de vulgariser en fait, tout des questions comme, comment faire ses impôts ou, le troisième pilier ou faire un achat immobilier, des choses comme ça. Et les gens te le rendent bien? Est-ce que ça leur permet quand même, via ce compte d'avancer dans leur, affaires administratives? Oui, alors j'ai vraiment beaucoup de retours positifs et c'est vrai qu'en Suisse, quand tu tapes sur, Google, un moteur de recherche, tu tombes souvent sur des informations de droit français ou bien qui sont en lien avec, d'autres pays et les gens, ils ont tendance à vouloir appliquer par analogie et en fait, ils se retrouvent en ayant des gros problèmes parce que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne en Suisse et là, c'était une façon, en fait, pour les gens de leur apporter, en fait, une information, de qualité et puis, qui correspondent à leur situation, puis au pays dans lequel ils vivent. Donc les gens, ils sont assez contents. Ouais et en fait, très rapidement, j'ai l'impression que ça permet aussi de faire un peu le tri par rapport à des idées reçues qu'on peut avoir, toutes bêtes, hein, mais sur l'administratif. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait remarqué, beaucoup, avec mon copain qui, lui, est fiduciaire. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des situations hyper délicates parce que quelqu'un leur a dit que,
mais ils n'ont pas contrôlé. C'est des idées reçues qui ont été transmises par d'autres personnes, ou bien même des fois des gens qui regardent, on regarde la télé, souvent c'est des chaînes françaises, donc du coup tu fais les trucs comme ça et tu vas sûr de toi parce que tu as entendu Julien Courbet le dire sur son émission, et puis en fait en Suisse ça passe pas comme ça. Puis tu te retrouves dans la M parce que tu savais pas comment faire au départ. Ouais, c'est vraiment ça. Enfin, moi, je suis donc comme toi, je suis, comment on dit, en processus. Je suis à l'arrêt depuis 1 an et demi, et comme toi, j'ai cette possibilité de recevoir des indemnités de l'assurance de mon travail sur 2 ans, et puis en processus du coup avec l'assurance invalidité. Et depuis que cela est en cours, j'ai jamais entendu autant de choses me concernant sur l'assurance invalidité, de choses qui allaient m'arriver en fait, et qui sont mais complètement tordues ou d'idées reçues. Et moi, au départ, je nageais parce que je me tapais des gros stress et des grosses angoisses, parce que je me disais mais ça va être terrible. Mais enfin voilà, on m'a dit plein de choses qui en fait ne sont pas du tout réelles. Et je pense que ça peut être compliqué, par exemple, je sais pas ce que tu en penses, mais dans des situations où on est déjà parfois vulnérabilisé ou fragilisé par des maladies, et puis on sait déjà pas vers quoi on va, qu'est-ce qui va se passer pour nous, déjà au niveau santé, après au niveau administratif. Mais c'est vrai que si les personnes qui nous entourent et le système nous mettent des trucs en tête qui sont qui sont hyper faux, ça peut être très très stressant dans des situations de vie comme ça. Ah, c'est dramatique. Franchement, moi, heureusement que malgré les migraines, j'ai des capacités cognitives qui fonctionnent toujours très bien et que je sais aussi comment chercher les informations. Mais même moi, j'ai des conseillers au chômage ou des interlocuteurs qui m'ont dit des choses qui étaient totalement fausses et du coup qui m'ont interpellée. Mais c'est justement parce que j'ai des connaissances qui vont plus loin que la plupart des gens. Et je me suis dit, mais ça me semble bizarre. Et même moi, je me suis mis dans des états de stress, le temps de trouver la réponse, de faire mes recherches pour vérifier. Et j'ose pas imaginer quelqu'un qui n'a pas grandi ou qui n'a pas fait d'études. Même toi, en tant qu'assistante sociale, tu as des notions en fait de plus ou moins comment ça fonctionne un peu le système. Mais il y a tellement de gens qui n'ont pas du tout eu ces notions-là, qui viennent aussi peut-être de familles qui ne sont pas d'origine suisse, qui n'ont pas grandi dans ce système-là. Et les gens, ils viennent te donner des conseils que tu n'as pas sollicités et qui sont en fait des conseils qui reposent sur rien parce qu'ils ont entendu quelqu'un et ils essayent de faire depuis cette situation particulière une situation générale. Et c'est ça le pire en fait. Peu importe le pays, en fait, c'est partir d'un cas particulier pour faire une généralité. C'est la pire erreur qu'on peut faire en droit et c'est ce que font tous les non-juristes en général. Ouais, donc c'est fou parce que tu dis même les interlocuteurs qui sont censés avoir les réponses justes peuvent te dire n'importe quoi. C'est Mais ça. Et le réflexe, c'est de leur demander qu'ils le mettent par écrit parce qu'à ce moment-là, ils vont peut-être réfléchir un peu plus vite, enfin un peu plus loin que juste donner l'information puis te laisser toi te débrouiller avec cette information. Mais voilà, sinon, c'est vrai qu'il y a peu de gens qui savent vraiment où trouver les bonnes informations et puis des informations de qualité. mhm. Alors du coup, tu peux trouver ma phrase un peu bizarre, mais on n'a pas tous la chance d'être avocate ou avocat en tombant malade. Et qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Quel serait ton conseil vraiment de manière simple, mais pour qu'on soit pas complètement dépassé par ces situations-là? Voilà, justement, on doit déjà gérer avec les symptômes, avec tout ce que ça génère dans notre vie, parfois après des dépressions, des choses comme ça, parce qu'on a un chamboulement immense interne dans notre place dans la société, dans le couple, la famille. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être accompagné là-dedans et puis avoir les réponses qui sont justes et adéquates, réalistes à notre situation? Déjà, c'est de demander de l'aide le plus tôt possible parce que on va recevoir des courriers, c'est qu'on va devoir remplir des formulaires de demande. Ça, on peut le remplir faux, puis ça peut avoir un impact sur toute la suite de notre procédure pour obtenir des aides. On va recevoir peut-être aussi des décisions de la part d'autorités. Si on ne comprend pas exactement ce qu'il y a dans la décision, eh ben, on peut laisser passer le délai de recours et puis se retrouver avec une décision qui ne nous convient pas. Donc, c'est vraiment déjà de ne pas hésiter de demander de l'aide. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est
plus habitué à recevoir ce genre de courrier qui peut peut-être déjà juste vous aider à les lire, à bien les comprendre, puis être sûr aussi, des fois quand vous êtes fatigué, que vous avez bien compris. Donc parfois juste d'avoir un tiers qui soit même pas quelqu'un de professionnel dans le domaine, mais qui permet d'avoir ce rôle de tiers quand nous, on est complètement englués dans la situation. Ouais, quelqu'un qui prend aussi un peu plus de distance, parce que des fois, quand on est tellement dedans, on va lire avec l'émotionnel, on va interpréter des choses qui en fait n'ont pas besoin d'être interprétées, et on peut se mettre dans un état de stress pour juste une demande à remplir, par exemple. Donc c'est bien d'être toujours accompagné par un tiers qui a l'habitude de voir des courriers, un ami ou comme ça, qui peut vous aider à les déchiffrer. Après, clairement, une aide plus poussée, c'est ce qui serait idéal. Malheureusement, ça coûte souvent de l'argent, hein. Faire appel à un avocat, c'est pas dans les moyens de tout le monde, surtout quand on est en situation de maladie. Souvent, on a les revenus qui sont réduits. À ce moment-là, il faudrait voir, je ne sais pas en France si ça existe aussi, mais si vous avez une assurance protection juridique. Donc là, c'est des assurances que vous payez Alors chaque année. je crois qu'en France, c'est quelque chose qui est possible d'être fait. Mais voilà, on va pas se prononcer les deux parce qu'on est suisse et qu'on va pas encore plus fiche le bordel. Mais voilà, de se dire s'il y a une protection juridique, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais qui a été contracté, je crois, avant la venue de la maladie. Ou en tout cas, avant la survenance du problème, parce que tu peux être déjà malade, mais pas encore avoir le problème avec les assurances ou la MDPH en France, etc. Donc, avant la survenance de ce problème-là. Et puis, il y a des questions de délai de carence. C'est que tu dois faire l'assurance 3 mois avant que tu aies le premier problème, des choses comme ça. Donc, puis ça demande aussi de faire une assurance, en fait, qui coûte assez cher. Il y a aussi des questions où c'est que tu peux te tourner vers des permanences d'avocats. En Suisse, tu as par ville, dans les grandes villes, tu as des permanences qui ont lieu une à deux fois par semaine. C'est que tu me payes un petit montant pour avoir 15-20 minutes de discussion avec un avocat. Tu as aussi la possibilité peut-être de te tourner vers des associations de patients, des fois des groupements de patients dans ton pays qui ont vécu les mêmes choses. Peut-être qu'il y a des ressources à ce niveau-là. Puis après, tu as des personnes qui font du conseil sans être avocat, qui peuvent aussi t'accompagner moins cher qu'un avocat. Mmh. Et en Suisse, tu sais pas s'il y a des avocats qui peuvent être à disposition, qui sont peut-être moins chers quand même, ou difficile à dire comme ça, non? Moins cher, le problème, c'est qu'en Suisse, les tarifs des avocats, ils sont réglementés. Mmh. Donc, suivant la région où tu vas être, tu vas pas pouvoir trouver moins cher. Là, ça serait plutôt sur le canton de Vaud. Il y a ce qu'on appelle des agents d'affaires, qui sont des personnes qui font du conseil, mais sans être avocat, sans avoir fait de formation universitaire en droit. Et puis après, tu as des conseillers juridiques, qui sont des personnes qui ont des connaissances juridiques et qui ne sont pas forcément avocats, qui ne vont pas forcément devant les tribunaux, mais qui peuvent t'aider. Mmh. Et toi, tu considérerais qu'à quel moment c'est intéressant justement de contacter un professionnel quand on est dans une situation, par exemple, d'arrêt maladie ou comme ça? Alors, moi, je trouve que c'est intéressant, déjà, si tu as des problèmes avec ton employeur, parce que là, on parle d'une situation suisse, mais quand tu es en arrêt de maladie, tu as une certaine période où c'est que ton employeur ne peut pas te licencier. Tu es protégé même si tu vas pas travailler et que tu es en arrêt maladie. Mais au-delà de cette période, qui peut être de 90 jours suivant le temps que tu as été employé chez cet employeur, on peut te licencier. Donc là, c'est déjà un problème qui pourrait subvenir, et puis aussi que tu devrais regarder si tu reçois une lettre de congé de ton employeur avant la fin de cette période, peut-être déjà la contester, prendre un avocat, etc. C'est des choses qui peuvent t'aider pour la suite. Et quand tu commences à recevoir des décisions, en fait, que ce soit des caisses d'assurance maladie, des assurances perte de gain, de l'assurance invalidité, ou de la mutuelle, je crois que c'est en Belgique, la MDPH en France, ou de la sécurité sociale, dès le moment que tu commences à recevoir des décisions,
Si elles vont pas entièrement dans ton sens ou si tu es pas sûr de bien les avoir comprises, ben, je pense que là, c'est bien de faire appel à un professionnel. Parce qu'au final, c'est pour l'octroi d'une rente, pour l'octroi d'une aide qui va être périodique et régulière. Donc autant dépenser peut-être un petit peu à ce moment-là, dans l'aide d'un professionnel, mais vu que ça va se pérenniser avec le temps, en fait, c'est de l'argent qui sera rentabilisé. Mmh. Ouais, je me dis, il peut y avoir aussi des solutions, plus individuelles, par exemple, faire un crowdfunding ou des fois, faire un prêt à quelqu'un, sachant que justement ça peut aider plus tard à pérenniser une situation, avec des indemnités d'assurance. Mais que voilà, en fait, peut-être que le dossier, faut le prendre le plus rapidement possible pour, être le moins embêté plus tard. Ouais, effectivement, c'est vrai que souvent, bah, quand j'étais avocate, on avait des situations qui arrivaient où c'est que tu avais le dossier et puis tu disais: «Ah mince, pourquoi il a rempli ça comme ça? Le client, en fait, ça l'embête, ça le met dans une situation difficile. Ah et pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a fait ci et ça?» Et en fait, tu te rends compte que si il avait demandé de l'aide bien plus tôt, la situation, elle serait beaucoup plus facile et ben, sa situation à lui, financière, les aides qu'il pourrait recevoir par la suite, elles seraient beaucoup plus importantes. Donc c'est vrai Mmh. que c'est un investissement, mais souvent ça vaut la peine, en fait, sur le long terme. Mmh. OK, ouais, c'est important à savoir ça parce que enfin, moi je pense que malheureusement ça fait pas partie des priorités qu'on a en tête quand on tombe malade. Voilà, ce qu'on veut, c'est trouver des solutions pour aller mieux, c'est guérir et puis on réalise pas tout l'administratif dans lequel on va être, submergé. D'ailleurs, ça c'est une critique de ma part, mais c'est vrai que je trouve hallucinant tous les documents à remplir, tous les rendez-vous auxquels se présenter quand on est déjà malade et qu'on galère déjà dans le quotidien. Et tout d'un coup, il y a vraiment un gouffre immense qui s'ouvre administratif et une charge mentale en fait qu'ont les malades par rapport à leur santé, les assurances et tout ce qui en découle, qui est juste immense. Ouais, c'est impressionnant, tu reçois plein de documents à remplir. Heu, Honnêtement, les questions, elles sont compliquées. Même, pour moi qui suis d du métier, je des fois, je me dis: «Mais ils entendent quoi par cette question? Comment je dois mettre? Est-ce que si je remplis ça, je me tire pas une balle dans le pied?» Heu, Au-delà de dire, «Je suis en train de tricher» ou pas, en fait, c'est simplement dans le sens que les questions, elles sont tellement mal formulées que tu pourrais répondre sincèrement, mais en fait, répondre à côté et ben, p embêter au niveau de ta rente, ou des choses comme ça, simplement parce que tu as pas compris. Hmm. Ouais, c'est vraiment ça. Donc au final, le fait d'être, accompagné et épaulé d'une manière ou d'une autre, le plus rapidement possible, faire intervenir un tiers, professionnel ou pas, c'est vraiment un conseil que toi tu peux donner? Ouais, c'est vraiment le conseil, numéro 1 que je donnerais, c'est vraiment de se faire accompagner et puis même des fois juste rassurer parce que quand tu fais appel à un professionnel, il va t'expliquer que quand tu as une décision d'une autorité, tu peux la contester, que c'est pas la vérité absolue. C'est pas Mmh. parce que tu as un médecin expert qui va te dire: «Ah mais je crois que vous somatisez, que c'est psychosomatique», que c'est la vérité absolue et ça, en tant que patient, quand tu vis ça, tu te fies tellement, aux médecins que tu vas voir et cetera, que tu les vois comme une autorité absolue et tu te sens vite impuissant par rapport à ça et le fait de faire appel à un professionnel, c'est lui qui va pouvoir te rassurer et puis de pouvoir te dire: «C'est pas parce qu'il y a une décision qui a été rendue qu'on peut rien faire et que cette décision, elle est juste». Mmh. Toi, tu as déjà dû, avoir à contester des décisions te concernant? Alors oui, dans mon cas, ce qui s'est passé avec l'assurance perte de gain, c'est que j'ai vu 3 experts, donc un neurologue, un rhumatologue et une médecin psychiatre. Tant le neurologue et le rhumatologue disaient que j'avais zéro capacité de travail, que, j'avais des gros problèmes et la psychiatre, en fait, a dit: «Ah mais peut-être que si elle prend des antidépresseurs», alors que je suis absolument pas diagnostiquée, avec des troubles dépressifs, que j'ai aucun problème psychologique, connu, heu, elle a décidé qu'en fait, ça me soulagerait de tous mes maux et qu'au bout de 2 mois, je pourrais reprendre le travail.
en contradiction avec les 2 autres spécialistes qui, eux, intervenaient réellement pour les syndromes que j'avais. Parce que j'ai jamais dit à aucun moment dans mon dossier, j'ai des problèmes psy. Mais l'assurance, ça les arrangeait bien à ce moment-là. Ils ont suivi la décision de la psychiatre. Donc, il nous a suffi d'écrire un courrier en fait en disant mais écoutez, lisez l'analyse, enfin l'expertise. Vous avez pris le seul avis divergent et puis ça tient pas la route. Pour qu'ils s'excusent tout de suite en disant ah désolé, on a mal interprété, on s'excuse et voilà. Tu donnais un exemple. exemple. Elles arrivent. Ouais. Tu donnais un exemple avec les psys la dernière fois que j'avais beaucoup aimé quand on a fait notre échange informel. Je l'ai plus exactement en tête, mais en gros la conclusion c'était que c'était toujours psy ce qu'on avait. Si tu dis que t'as pas du tout de symptômes dépressifs ou anxieux avec ce qui t'arrive, je sais plus ce que tu m'avais sorti. Je trouvais ça super. Je t'expliquais mon cas en fait qui m'était arrivé, c'est que j'expliquais à la psychiatre que j'avais pas de troubles psy et puis que non, je me levais le matin malgré les douleurs, je me sentais bien. Et du coup, elle me disait « Ah, mais moi, je pense que vous êtes dépressif, mais simplement, votre dépression, elle s'exprime par les douleurs. » Ah oui, c'est une dépression cachée. C'est une dépression cachée parce que vous cachez tellement bien votre dépression et puis vos troubles anxieux que c'est votre corps qui sort des douleurs. Et c'est votre trouble dépressif à vous, c'est le fait que ça déclenche des migraines et des torticolis. Donc en fait, qu'importe ce que tu vas dire, si tu dis oui, j'ai de l'anxiété, de la déprime depuis que je suis malade, ce qui est tout à fait normal. Bon voilà, on va te donner des antidépresseurs puis on va dire que c'est psy. Et si t'as pas de symptômes dépressifs ou anxieux, ça va quand même être psy parce que tes douleurs c'est du psy quoi. Donc, exactement. C'est un peu le problème des fois avec les sciences molles quand même, hein. Que moi j'adore personnellement, je suis fan des sciences molles et en même temps il y a ce truc où tout peut être interprété d'une manière ou d'une autre avec le regard de la personne qui est en face. Et ouais, c'est pas toujours évident quoi. Non mais ça c'est aussi un conseil que je donnerais quand même aux gens qui avancent dans des démarches pour faire reconnaître leur handicap, c'est de se faire accompagner par un psy. Parce qu'au final, quand vous allez rencontrer les experts, à un moment donné, ils vont essayer de vous sortir que soit vous empirez votre état en ayant des troubles psy qui fait que vous vous écoutez plus, ou bien que vos douleurs, elles sont dues à un trouble psy, ou bien que vous ne pouvez pas travailler parce que vous êtes devenu dépressif. Et puis, voilà. Donc, l'idéal, c'est de se faire accompagner, déjà juste pour le bénéfice au niveau de la santé mentale que ça apporte, mais aussi parce que quand vous allez tomber sur un expert psy, vous aurez votre psychiatre ou psychologue accompagnateur qui pourra à ce moment-là contester en fait ce que dit l'expert médical psy. Mmh. Ouais, donc c'est bien d'avoir. Et puis, quoi qu'il en soit, hein, moi je suis comme toi, je suis partisane de. C'est important de se faire accompagner dans cette situation de vie parce que quelque part, même si certaines personnes ne le vivent pas si mal que ça, il y a quand même un changement de vie, il y a quand même des douleurs, il y a des inconforts, il y a des choses qui sont chamboulées avec les maladies, surtout quand elles sont invalidantes comme celles avec lesquelles on vit. Donc, ça peut être important dans tous les cas d'avoir un soutien là-dedans parce qu'on peut se sentir très vite aussi très seul. Ouais, et puis je trouve franchement le suivi psy, pour moi qui n'avais pas de problème psy particulier, à part le fait d'avoir été diagnostiquée HP quand j'étais enfant, mais ça m'a vraiment aidée pour mieux écouter mes symptômes, comprendre pourquoi j'avais fait ces dissociations, et puis aussi à pas être dans la lutte contre la maladie, de l'accepter, de pas être dans le déni, puis de pas être en colère, qui sont en fait des choses normales quand tu vis avec une maladie qui t'handicape et ne permet plus de garder ta même vie qu'avant. Là, je pense qu'un suivi psy, même si tu n'as pas de trouble de l'humeur, c'est hyper important. Mmh. Ouais, donc toi, tu le conseillerais aussi. Donc au final, il y a quand même des. J'ai l'impression quand on tombe malade, il y a le besoin de trouver un peu une équipe entre guillemets autour de soi qui puisse et nous protéger et faire bloc pour certaines situations et être dans l'accompagnement. En fait, on a de la difficulté à vivre ça seul, qu'on se le dise, je crois. Ouais, c'est vrai que le fait de bien être soutenu, c'est hyper important. Et ça, même au niveau
de l'aspect sur ton dossier pour demander une rente par la suite, c'est vraiment quelque chose que je conseillais à mes clients avant, c'est d'être accompagné par plusieurs spécialistes, par plusieurs médecins. Juste au niveau juridique, quand tu vas avoir une expertise médicale qui est demandée par une assurance ou par la MDPH, etc., on, on va donner l'avis d'un médecin spécialiste qui est censé être neutre, mais qui travaille quand même pour cette assurance. C'est pas du tout Et neutre, si du coup. c'est pas du tout neutre, ouais, voilà, soyons francs, c'est pas réellement neutre. Mais si par contre, la seule personne qui peut répondre au niveau médical, c'est ton médecin de famille qui te suit depuis que tu as 5 ans et demi, ou c'est que tu as un rapport d'empathie, un rapport de confiance qui est lié avec lui, qui est hyper fort, on va dire, mais votre médecin de famille, il n'est pas neutre non plus. Donc, clairement, à ce moment-là, un juge qui doit arriver en tant que personne neutre et tranchée, il va plutôt regarder le médecin spécialiste de l'assurance plutôt que le médecin de famille qui aurait un rapport trop fort avec le patient. Et c'est à ce moment-là que c'est vraiment intéressant d'avoir quand même plein de spécialistes qui te suivent parce que justement, ça va apporter du poids à la vie de ton médecin de famille, en fait. Parce que là, on va avoir un spécialiste en neurologie, un spécialiste en rhumatologie ou peu importe. Mais du coup, ça va aller dans ton sens. Et vu que ces médecins, ils sont spécialistes, tu vas peut-être les voir 2-3 fois par an. Donc, on ne va pas pouvoir dire qu'il y a un lien de confiance particulier entre toi et eux. Donc, ça va vraiment permettre, quand tu auras besoin d'avoir un juge qui tranche, en espérant que ça n'arrive pas aux gens, mais qui nous écoutent. Mais voilà, dans ce genre de cas, tu aurais plus de poids en ayant plus de spécialistes. Ok. Ouais, c'est hyper intéressant de savoir tout ça, quoi. Ça rajoute évidemment dans la charge mentale des personnes malades, mais de nouveau, c'est quelque chose qui peut, et c'est ce qu'on souhaite, ne durer qu'un temps pour aussi après être un peu plus soulagé. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est le sentiment que j'ai actuellement, c'est que on est dans un système qui traque les menteurs, les personnes qui, soi-disant, pourraient abuser des assurances. Euh, du sentiment que j'ai par rapport à tout ce que j'ai dû aussi remplir comme formulaire, expertise, les spécialistes à voir et tout, j'ai l'impression que c'est quasi impossible en fait d'être dans le mensonge par rapport à ce qu'on vit, tellement tout est hyper contrôlé. Enfin, je sais pas ton regard que toi t'as là-dessus, mais moi j'ai toujours entendu tellement d'idées reçues là autour, même de gens proches, hein, plus jeunes ou comme ça, mais les gens ils abusent de l'assurance invalidité, enfin voilà ce genre de choses, mais en réalité dans les faits ça me paraît quasi impossible. Alors peut-être qu'il y a un résidu d'1% de personnes qui abusent, on ne sait comment, mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai l'impression que c'est mission quasi impossible en fait, si quelqu'un voudrait tricher en réalité. Non, effectivement, c'est difficile, hein, tu passes par plein d'experts. Je dis pas que c'est impossible parce que finalement, tu as beaucoup de choses qui ne se voient pas et si tu dis: j'ai mal», ben, au bout d'un moment, ils sont aussi obligés d'y croire donc ça dépend à quel point les gens sont convaincants ou pas. Donc je pense effectivement qu'il y a quand même des gens qui passent dans les mailles. Pour parler du système suisse, de toute façon, actuellement, on est à un niveau de changement au niveau des rentes de l'assurance invalidité. Avant, ils donnaient des rentes à vie aux gens, donc tu recevais une fois ta décision, puis c'était toute ta vie que ça faisait comme ça. Maintenant, l'assurance invalidité, elle veut être une assurance de réinsertion. Donc, clairement, là, ça va être de plus en plus compliqué de tricher si tu as envie de rien faire dans ta vie, parce qu'ils vont essayer de te faire des emplois adaptés, ils vont essayer de te mettre dans des formations nouvelles, etc., pour en fait, que tu puisses être réemployé, en fait, le plus réemployable le plus vite possible. Et si je me trompe pas maintenant, la rente, elle est évaluée tous les 2 ans, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Donc, t'as pas... Je pense pas que tu as la possibilité de tricher aussi facilement, enfin, que les gens le pensent. Et de toute façon, il faut aussi se rendre compte que les rentes, elles sont pas énormes. Donc, Oui, c'est pas comme si tu gagnais au casino parce que tu avais une ouais, rente. c'est clair. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de grand avantage. Alors, bien sûr, il y a un avantage
quand tu peux réellement pas travailler, à faire reconnaître ton incapacité. Tu as aussi des possibilités après d'avoir accès à des soins qui ne sont pas pris par les assurances de base, qui pourraient être pris par ces assurances-là si ça améliore ton bien-être. Donc effectivement, il y a un avantage en tant que personne malade à bénéficier de ces rentes. Mais si tu n'es pas malade et que tu veux juste rien faire, c'est beaucoup de complications pour pas grand-chose au final. Ouais, le bénéfice-risque, il n'est pas extraordinaire. Non, puis si tu te fais attraper, au final, parce que là, il y a quand même beaucoup de contrôle et beaucoup de personnes qui commencent à se faire attraper, qui avaient des rentes il y a très longtemps, tu devrais rembourser toutes les rentes que tu as touchées à tort, en fait, pendant toutes ces années-là. Donc, le risque, il est juste énorme. Ouais, c'est clair. Du coup, moi, je voulais te poser un peu la question te concernant. Dans quoi t'es un peu actuellement entre justement les maladies, ton avenir dans quoi tu te situes? Est-ce que tu as des projets un peu? Enfin, voilà. Alors, actuellement, je suis un peu dans une situation transitoire parce que j'ai vu que ça pouvait aller mieux. Donc, je suis dans une situation où c'est que je vois qu'il y a de l'espoir, que je vais pouvoir gérer. Peut-être pas au taux que j'ai... Enfin, non, clairement pas au taux que j'étais avant, mais au moins pouvoir me réinsérer professionnellement d'une façon ou d'une autre. Malheureusement, comme je t'ai dit, j'ai ce problème avec le médicament qui, je ne sais pas si je dois faire un arrêt ou pas. Donc, j'ai une projection à très court terme. À long terme, je sais que ça va aller mieux. À court terme, je suis un peu dans le brouillard. Et voilà, c'est ce que j'attends, en fait. C'est juste d'avoir cette décision. Qu'est-ce qui va se passer avec cet Aimovig? Et une fois que j'aurai ça, le reste, c'est du syndrome d'Ehlers-Danlos. Donc, c'est quelque chose qui est constant, qui ne va pas aller par crise. Je devrais gérer mon corps, ne pas le pousser trop loin, faire attention. Mais finalement, je suis dans un métier qui est... principalement cérébrale. Donc, c'est pas là que j'ai beaucoup de risques de me blesser. Je vais me fatiguer. Ça, c'est clair que je pourrais pas travailler autant que je travaillais avant, mais je peux continuer mon activité modérément. Si j'ai mon médicament pour les migraines qui continue d'être pris en charge, qui continue de fonctionner, et puis je dois pas faire une pause de 3 mois de nouveau. Ouais, du coup, forcément, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Merci. Très clairement. Jenna, moi, j'ai un gros coup de fatigue là, mais j'ai quand même envie déjà de savoir s'il y avait des choses que tu avais envie de rajouter au travers de cet entretien. Puis moi, dans tous les cas, je vais te poser les 2 dernières questions de fin après. Mais voilà, est-ce que toi, tu as des choses que tu aimerais amener? Moi, ce que j'aimerais juste amener, c'est que on oublie souvent, mais on a tendance à stigmatiser les gens qui souffrent d'un handicap invisible et pas penser que ça touche toutes les couches de la population. Et comme tu dis, on pense qu'il y a des tricheurs, des choses comme ça. Et puis, en fait, non, il y a des gens qui perdent réellement, il y a des gens qui ont fait des études supérieures, il y a des gens qui viennent de professions libérales ou bien de professions qui ont un certain prestige, mais qui sont aussi malades. Et c'est simplement pour dire que ça touche tout le monde. Ça peut vous toucher, vous, du jour au lendemain. Et puis, voilà, c'est pour ça que c'est important de ne pas juger les gens sans connaître et puis sans savoir ce qu'ils vivent. Tout à fait. Et puis, c'est toujours une des difficultés aussi avec les handicaps invisibles au final. C'est que ça se voit pas et puis que on est aussi très fort parfois pour les cacher et peut-être que dans certaines dans certaines professions, certains milieux familiales où c'est encore plus tu. Ouais, exactement. Moi, ce que je pense qui est important de garder à l'esprit, c'est que c'est pas courageux en fait de pas écouter son corps. C'est pas une preuve de courage. Et alors du coup, moi, je te pose la question de quel message t'aimerais faire passer aux personnes qui vivent avec des maladies et à leur entourage? Elle est compliquée celle-là. Tu peux dire que tout a déjà été dit dans les messages que tu voulais faire passer. Non, je pense effectivement, j'ai dit beaucoup de choses. C'est de ne pas hésiter à se faire aider quand vous avez le besoin. Et d'écouter votre corps, parce que finalement, il n'y a que vous qui savez réellement ce que vous vivez. Et c'est le plus important. Et la dernière question, c'est si ces maladies étaient de super pouvoirs, ça serait quoi? Alors, du coup, j'en aurais 2 de super pouvoirs.
Et ouais. Je pense avec les migraines avec aura, c'est voir des étoiles et des migraines et des éclairs même en plein jour. Alors du coup, je la reformule parce que je l'ai mal dit. Non. Ok. J'ai dit 2 fois le même mot en fait dedans. Pour moi, c'était nickel. Je pense qu'on est fatigués les deux. C'est clair. Alors, pour les migraines, mon super pouvoir, c'est de voir des étoiles et des éclairs même en plein jour. Et pour le syndrome des lèvres dans l'os, c'est d'être l'équivalent féminin de l'homme élastique, en fait. La femme élastique. Exactement. D'accord, merci beaucoup. Et j'aimerais juste, si tu peux répéter le nom de ton compte Instagram là sur la fin, comme ça, si les gens ils écoutent le podcast, ils peuvent directement aller dessus ensuite. Ouais, alors le compte Instagram s'appelle Tapin Conseil. Alors ça écrit TASPAS 1, le chiffre arabe, conseil au singulier. Ok, super. Je te remercie en tout cas pour cet échange, même si les deux, on a commencé avec un état moyen et on finit avec un état hyper fatigué. C'est aussi le lot des maladies chroniques. Après à peu près 1 heure de concentration, des fois on a du mal à tenir, mais en tout cas, je te remercie vraiment de ce témoignage. Merci à toi. Je pense que ce sera très enrichissant pour les auditeurs et auditrices. Merci à toi pour ton podcast et puis pour ton écoute. Et puis bon repos. Merci à toi aussi. À bientôt. À bientôt.